On va parler maintenant de cette visite de Manuel Valls, cette tournée de 4 jours au Proche-Orient, entamée samedi en Égypte, hier et aujourd'hui en Jordanie et puis demain l'Arabie Saoudite. Nous sommes avec Hasni Abidi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, spécialiste du monde arabe, auteur de nombreux ouvrages, notamment Monde arabe entre transition et implosion et petit lexique aussi pour comprendre l'islam et l'islamisme aux éditions Éric Bonnier. Alors c'est le premier voyage de Manuel Valls dans la région depuis qu'il est à Matignon. Au menu à la fois l'économie, les échanges bilatéraux, mais aussi les conflits nombreux dans la région. C'est important pour la France aujourd'hui d'aller voir ces pays alliés pour les crises au Moyen-Orient et aussi notamment pour la lutte contre le terrorisme et la lutte contre l'État islamique. On a presque envie de dire que les visites de François Hollande ne suffisent pas dans cette région parce que la France a plusieurs alliés, beaucoup de dossiers dans le partage de gestion de conflits, mais aussi la lutte contre l'État islamique, demandent à ce que Manuel Valls aussi vienne. Oui, parce que François Hollande s'était rendu en Arabie Saoudite au mois de mai dernier. Absolument. Donc c'est encore tout récent. Et d'ailleurs, on a reçu le prince, un des princes héritiers de l'Arabie Saoudite, ici même à Paris, en juin. La visite de Manuel Valls a été prévue de longue date, mais elle a été reprogrammée un petit peu à la hâte. Il s'agit non seulement de consolider les liens avec ces pays, on sait que le contact personnel est très important avec soit les pays du Golfe ou même les pays arabes, la Jordanie et l'Égypte. Et deuxièmement, il y a des dossiers qui sont en suspens, en cours et qu'il fallait consolider. Alors d'abord, cette actualité aujourd'hui, Manuel Valls s'est rendu sur une base militaire en Jordanie, une base militaire d'où décolle une partie des chasseurs français qui ont mené des frappes contre l'État islamique en Syrie. Il y a déjà un début de polémique sur l'éventualité de djihadistes français qui auraient été tués. On va écouter ce qu'a dit le Premier ministre pour répondre à la presse. Il n'y a aucun cafouillage. La France, c'est la décision du président de la République, a décidé de frapper des cibles où se préparent des attentats, madame, contre la France. Et nous, notre responsabilité, c'est de frapper Daesh. Et nous continuerons, quelles que soient les nationalités. Les terroristes, de ce point de vue-là, n'ont pas de passeport. Voilà, le ministère de la Défense n'a pas confirmé encore vraiment la mort de ces 6 Français. C'est un chiffre qui a été avancé par une ONG. Il y aurait 1700 Français en Syrie et en Irak et déjà 136 morts. La France peut maintenant frapper ses propres djihadistes. Il y avait un début de polémique en Grande-Bretagne où la presse britannique avait relevé et montré que les Britanniques avaient bombardé des positions et a tué quelques Britanniques. Ensuite, le cabinet avait arrêté britannique, bien sûr, de David Cameron, avait suspendu les frappes contre certaines positions où il y avait des Britanniques. Donc là, c'est une grande histoire parce que est-ce qu'on peut vraiment tuer ses propres concitoyens français, même s'ils sont bien sûr dans un terrain de terrorisme international? C'est toute la question. D'abord, il faut des preuves, parce que jusqu'à maintenant, on n'a que les informations émises par cette ONG de droits de l'homme en Syrie. Mais ce qui est important, c'est que la Jordanie a des informations très importantes. C'est un des pays, je crois, avec les Irakiens, bien sûr, qui entretient des relations avec les services de renseignement de toute la région et qui a aussi ces éléments, donc des agents de renseignement jordaniens qui sont infiltrés à l'intérieur de la Syrie, mais aussi de l'Irak par la proximité géographique, sans oublier, bien sûr, la base militaire d'où décollent les avions français, d'où la visite de Manuel Valls. Ce week-end, Manuel Valls a commencé sa tournée par l'Égypte. L'Égypte qui est frappée par une vague d'attentats aussi. Des attentats attribués aussi à l'État islamique. Il y a vraiment un rapprochement entre Paris et Le Caire depuis un an, depuis l'arrivée au pouvoir du président maintenant Sisi, qui a donc destitué le Morsi. Oui, après le coup d'État qui a visé le renversement du président Morsi, il y avait une certaine, refroidissement des relations, disons, une ambiguïté entre le Caire et l'allié de toujours, les Américains. Et donc ce vide a profité bien entendu aux Français, mais aussi aux Russes. La France a soutenu le pouvoir de M. Sisi, de maréchal Sisi, a vendu ses Rafales vendus par d'autres pays. L'Égypte, on peut dire, c'est le client qui monte dans la région, qui est très intéressé. Qui est même devenu ces derniers mois le premier client de la France pour l'armement, parce qu'il y a eu les Rafales, mais il y a aussi frégates, armement. Voilà, le Mistral, qui n'a pas été vendu, bien sûr, qui n'ont pas été vendus aux Russes. Aux Russes, c'est l'Égypte qui les récupère. C'est l'Égypte. Et maintenant, il y a d'autres marchés, notamment en termes de satellites sur l'espionnage. Et les Égyptiens sont très, très intéressés. Donc, on peut dire que grâce aux relations économiques, grâce à l'armement, en tout cas aux demandes d'armement de l'Égypte, la France est devenue un allié important de ce pouvoir.
Il faut rappeler quand même que l'Égypte, aujourd'hui, c'est quand même un régime très répressif. J'ai quelques chiffres. 1400 manifestants pro-Morsi tués par les policiers et les soldats, 15 000 emprisonnés, des centaines condamnés à mort, dont Morsi lui-même. Selon les organisations internationales de droits de l'homme comme Amnesty et Human Rights Watch, on a atteint les records, non seulement en termes des condamnations de pendaison, c'est l'Égypte, elle est presque le premier dans la région, mais aussi en fait, on n'a jamais assisté à des procès équitables et les prisonniers sont arrêtés. Donc les détenus partisans des frères musulmans, ou non d'ailleurs, même de l'aile gauche, sont arrêtés, sont détenus, sans vraiment le moindre respect de leurs droits. Demain, Manuel Valls sera en Arabie Saoudite. Il va y rencontrer le roi Salman. François Hollande, on l'a dit, y était déjà au mois de mai. Il y a de très nombreuses entreprises françaises qui accompagnent le Premier ministre. On parle jusqu'à 200 entreprises françaises demain pour un forum d'affaires à Riyad. L'Arabie Saoudite et l'argent, ça compte bien sûr toujours. Bien sûr, il ne faut pas oublier que le roi Salman a quitté quand même la France où il était à Nice sur un coup de tête. Il n'était pas très content de l'accueil qu'on avait réservé. Oui, il y avait la question de cette privatisation de la plage. Absolument, absolument. Et donc, il est parti précipitamment. Il est parti à Tanger. Depuis Tanger, il est parti aux États-Unis. Donc, cette visite aussi, c'est pour réchauffer un petit peu les relations entre Paris et Riyad. Il ne faut pas oublier une chose importante, c'est que c'est Riyad qui finance à la fois les ventes pour l'Égypte, parce que hier, le Premier ministre égyptien disait que l'Égypte avait besoin de 3 milliards pour financer ses achats. Et bien, cet argent, il faut le trouver où? C'est seulement du côté des pays du Golfe. Et il ne faut pas oublier aussi un autre dossier, c'est que la France entretient des relations très importantes avec le Liban, et c'est l'Arabie Saoudite qui a financé cette vente d'armes pour l'armée libanaise comme un socle important. L'Arabie Saoudite tient au Liban par peur de l'influence de Hezbollah et l'influence iranienne. Donc, en quelque sorte, on va visiter le poids lourd, celui qui a le chéquier, et aussi un pays important, non seulement pour les relations politiques, le dossier yéménite, mais aussi la crise syrienne. Là, il y a un rapprochement entre la France et l'Arabie Saoudite sur le dossier syrien, sans oublier bien sûr le volet économique qui compte beaucoup. Oui, on parle pour demain de contrats importants, notamment dans le domaine de l'aéronautique. Il faut rappeler que l'Arabie Saoudite, c'est un islam rigoriste, rétrograde même. C'est ce qu'on appelle le wahhabisme. C'est un pays qui décapite, qui maltraite les femmes, les minorités, les chrétiens, mais c'est un pays qui redoute énormément l'État islamique aujourd'hui. Ah oui, jamais en tout cas la monarchie saoudienne a été aussi menacée, non seulement à l'interne, parce qu'il y a quand même une certaine revendication, 20% de la population est chiite, qui n'est pas content de cette guerre contre le Yémen, contre un petit pays. L'armée saoudienne, ou disons que le pays risque même de s'épuiser dans cette guerre, bientôt un an sans voir des résultats tangibles, des grands résultats, et sans oublier bien sûr le retour de ces Saoudiens qui sont nombreux, soit en tant que chefs, soit en tant que soldats dans l'État islamique en Irak et en Syrie, et qui constituent une menace même pour le régime saoudien, qui a d'ailleurs choisi la voie de ces pays-là, donc contre le terrorisme, parce que lui-même s'estime victime ou disons menacé par le terrorisme. Mais l'Arabie Saoudite a beaucoup de choses à faire en matière des droits de l'homme, des réformes des manuels scolaires, pour justement éviter à ce que le dogmatisme ou le wahhabisme rigoriste devienne la matrice de ces terroristes. Et qui pourrait tenter donc ces djihadistes, puisque c'est un islam aussi très rigoriste comme le leur. Absolument. Le retour de ces terroristes en Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite lui-même qui produit ses propres terroristes. Merci Hasni Abidi, politologue, spécialiste du monde arabe. Je rappelle vos ouvrages, Monde arabe entre transition et implosion, et aussi Petit lexique pour comprendre l'islam et l'islamisme, c'est aux éditions Éric Bonnier. Merci. Le 14-17 continue à suivre une nouvelle tranche d'information avec Marianne Cotonoff.